The radicals on the left are the problem, and they're vicious, and they're horrible, and they're politically savvy. The Democrats just killed Charlie Kirk today. They're desperate. They're losing. They want to intimidate you and me and everybody else. Enough of this. This is horrific. This is awful. And the assassination of Charlie Kirk risks an uncorking of political chaos and violence that we cannot risk in America. Ouais, vous avez vu une florilège de réactions. Le climat politique est déjà très tendu aux États-Unis, on le sait, mais là, avec l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite qui est proche de Donald Trump, on a l'impression qu'il y a une couche supplémentaire. C'est un de nos sujets de la chronique américaine avec Francis Langlois, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Merci beaucoup, François, d'être avec nous ce matin. Bonjour, Olivier. De loin, en fait, peut-être du Canada, on ressent une dégradation du climat social aux États-Unis. Avec l'assassinat de Kirk, on a l'impression que les camps sont encore plus loin, c'est encore plus clivé. Et on l'a entendu, le président américain n'a rien fait là, pour calmer les choses. Non, au contraire, le président et ses proches ont lancé de l'huile sur le feu en accusant ce qu'ils appellent la gauche radicale aux États-Unis, en accusant le Parti démocrate peu avant l'assassinat de Kirk. Stephen Miller, un des principaux conseillers de Donald Trump, est allé à Fox News et disait essentiellement que le Parti démocrate était un parti terroriste. Et donc, ça va à l'encontre de toute la tradition, si on veut, ou la pratique des autorités, et particulièrement des présidents, lors de tragédies du même type, ou d'émeutes, ou de tueries de masse, de choses comme ça, où on cherche à créer des ponts, à calmer le jeu. Non, lui, au contraire, et même bon, l'ensemble disons, des réseaux Internet qui sont de la mouvance MAGA, ben, eux, au contraire, lancent des accusations et même l'épouse de Charlie Kirk a dit que les gens qui avaient commis cette attaque-là n'avaient rien vu encore. Donc, ce que ça nous dit, c'est que un peu comme le président le fait depuis qu'il a pris le pouvoir, ben on va se venger, on va cogner fort et on va en profiter pour renforcer l'ordre. Oui, puis on va continuer à attaquer, à tout le moins, donc du côté du président, puis vous l'avez dit aussi, des mouvances MAGA. Mais je me posais la question, est-ce que ça peut servir Donald Trump également, qui est empêtré dans l'affaire Epstein depuis je ne sais combien de semaines? Est-ce qu'il peut tirer profit du chaos ambiant, là? C'est sûr qu'une crise comme celle-là, que ce soit celle-ci ou le 11 septembre ou d'autres crises, il y a toujours moyen de récupérer politiquement ces choses-là. Et on semble bien voir que le président a l'intention de poursuivre son agenda à la fois de militarisation des rues des grandes villes américaines et de la rétribution envers ses adversaires. Mais évidemment, pour se désempêtrer ou mettre de côté l'affaire Epstein et d'autres problèmes qui s'en viennent, comme par exemple la montée de l'inflation et celle du chômage, c'est assez évident que ça risque de se faire donc au profit, évidemment, de la gestion de cette crise-là. Là. Francis, est-ce que vous ressentez également sur le terrain que les journalistes, les commentateurs sont plus surveillés dans ce qu'ils disent? Il y a eu ce cas, Matthew Dowd, c'est un commentateur qui a été viré là, par MSNBC après les propos sur Kirk, qui a dit en quelque sorte, je paraphrase, mais que les paroles haineuses amènent les actes haineux. Est-ce qu'on ressent justement ce climat qui est plus conservateur et que les journalistes doivent faire davantage attention, ou les commentateurs? Les journalistes faisaient déjà attention et M. Trump n'était même pas élu. Pensons à ce que le propriétaire du Washington Post, donc Jeff Bezos, avait contre toute la tradition du journal depuis sa fondation, décidé que son journal n'allait pas prendre position lors de l'élection contre Mme Harris. C'est vrai. Et donc, c'est la même chose maintenant. Et d'autant plus que le président et son administration sont très proactifs contre tous ceux qu'ils considèrent comme étant, disons, biaisés. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, CBS est obligé de régler une facture de 16 millions plutôt que de se retrouver devant les tribunaux. Et d'autres médias se sont retrouvés avec des poursuites de ce type-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est que, oui, on doit marcher sur des œufs, et d'autant plus en ce moment, étant donné la situation. Là. Ben oui. Oui, tout à fait. Déploiement maintenant, vous l'avez évoqué, déploiement de la Garde nationale. Maintenant, on parle de Memphis pour lutter contre la criminalité. Après Los Angeles, Washington. Quels sont les enjeux? Rappelez-nous les enjeux de cette stratégie. Pourquoi Donald Trump fait-il cela?
Donc, officiellement, le président et son administration affirment que c'est pour combattre le crime. Et on pourrait dire qu'effectivement, derrière tout ça, il y a quelque chose qui peut fonctionner, en tout cas, à tout le moins à court terme et à grand coup. C'est-à-dire que plus on met de policiers dans les rues, plus, de façon générale, la petite criminalité a tendance à descendre. On en a pour preuve ce qui est arrivé après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire qu'on a mis des policiers partout dans toutes les grandes villes américaines pendant plusieurs semaines au cas qu'il y ait d'autres attentats. Et effectivement, ce type de criminalité-là a tombé d'un coup sec. Maintenant, ça coûte extraordinairement cher et ça règle pas le problème de la criminalité du tout. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des policiers, des forces policières, mais aussi de travailler de concert avec les autorités municipales de l'État et fédérales pour améliorer les conditions de vie des communautés qui sont affectées par la criminalité et aussi s'attaquer aux causes de base qui engendrent de la criminalité. Donc là, ça, c'est du long terme, beaucoup plus complexe et beaucoup plus complexe. Donc, donc, c'est pas ce que le président fait en ce moment, qui semble plus déployer ses troupes là où on peut les voir, c'est-à-dire sur les lieux publics, comme par exemple à Washington, D.C., ils sont autour des monuments, proches du Capitole, etc., mais pas là où la violence armée, pas là où la criminalité est endémique. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir qu'on envoie des troupes, finalement, dans les quartiers chics pour faire des photos avec les touristes, mais essentiellement, on ne s'attaque pas du tout à la violence qui a lieu dans les quartiers où la violence est vraiment présente au quotidien. Oui, dans les quartiers plus chauds de Washington, par exemple. Peut-être un dernier mot sur son taux d'approbation. J'aime toujours ça de parler de son taux d'approbation, mais il demeure extrêmement faible. Est-ce qu'on sent un peu de panique chez les républicains en vue des élections de mi-mandat ou actuellement on se dit qu'il va être capable de remonter la pente finalement? Oui, effectivement, son taux d'approbation est très faible et j'ai l'impression que certains républicains commencent à voir l'élection s'en venir, ce qui explique en partie pourquoi on s'attaque à certains des membres de son entourage, par exemple à Robert Kennedy, qui est le secrétaire à la santé. Disons qu'on le critique de façon un petit peu plus ouverte et en même temps, on cherche un bouc émissaire sur lequel on va pouvoir pousser les récriminations là, de la population. Ceci étant dit, le noyau dur des gens qui sont derrière M. Trump, et là, avec un événement comme celui qui vient de se passer, il y a moyen aussi de récupérer ces événements-là pour polariser la population et évidemment effacer ces erreurs-là, en tout cas disons, du message médiatique. Et donc, on va voir comment ça va être fait. Mais oui, effectivement, on commence à le sentir. Je ne sais pas s'il y a de la panique, mais c'est sûr qu'on le sent à la Maison-Blanche, d'autant plus que l'inflation est en hausse. Le chômage aussi est en hausse. Oui, donc il attend cette fameuse baisse de taux qui pourrait arriver cette semaine, cela dit, Francis. On dit de plus en plus que la Réserve fédérale qui pourrait baisser son taux directeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos lumières ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye.